Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous accueillir à la Villa Hispanica, dont, je le rappelle toujours, le nom complet, Villa Hispanica Beaujolais, Pierre Doré, Cogny, France. Voilà. Et donc pour la série, une des conférences de la série Une heure, une œuvre. Et cette fois-ci, c'est une des 4 conférences qui n'est pas hispanique, purement hispanique, mais culture générale, tout en restant dans le Beaujolais, puisque l'idée de la Villa Hispanica, pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est que du local on aille vers l'international et que de l'international on aille vers le local, qu'il y ait des échanges. Très heureux d'accueillir ce soir donc Chantal Pégase, qui est juriste, que certains connaissent parmi vous, puisqu'elle a sévi, entre guillemets, gentiment, dans le paysage beaujolais comme avocate. Voilà. Aussi dans d'autres domaines. Mais ce soir, elle est là puisque nous nous sommes rencontrés d'ailleurs grâce à une personne qui est ici présente, Mme Zimmermann, lors d'une rencontre, d'un échange. Et c'est à ce moment-là que je venais d'arriver dans le Beaujolais et je voyais partout, comme tout le monde, le gros panneau Géoparc sur l'autoroute. Et je me disais, mais c'est quoi ce Géoparc? C'est quoi ce Géoparc? Et quand j'ai appris que Chantal Pégase avait été au départ de cette initiative du Géoparc, il était très intéressant de la faire venir dans le cadre des conférences de la Villa Hispanica et qu'elle nous parle de ce Géoparc, puisqu'on en entend parler, mais on ne sait pas vraiment, personnellement, on ne sait pas vraiment ce qu'il a dit. Donc comme ça, ce soir, on sera fixé une bonne fois pour toutes. Donc merci beaucoup à Chantal Pégase d'être ici présente. Elle va nous parler du Géoparc. Comme je le fais aussi systématiquement, je vous rappelle les 2 autres conférences, la prochaine qui aura lieu le 6 avril sur les nouvelles autrices des bandes dessinées espagnoles, donc sur le 6 avril, et ensuite la dernière de l'année, le 25 mai, sur la musique espagnole fin 19e, début 20e siècle. Voilà. La première a été donnée par une professeure d'université, une université qu'on fait venir de Clermont-Ferrand, puisque Clermont-Ferrand est l'université qui a énormément développé la BD et les analyses de BD. Et ensuite, nous avons un musicologue qui vient de Villefranche-sur-Saône, qui est professeur d'ailleurs au lycée Louis Armand. Voilà. Donc merci Chantal d'être là. Vous avez la parole. Donc, est-ce que vous voulez qu'on lance dès à présent? Je vais juste dire 2 petits mots et merci puis après on va lancer. J'aurais besoin de vous. Parce que moi, je ne touche très rarement les ordinateurs parce que ça déclenche des catastrophes. Alors, moi, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, surtout à la Villa Hispanica, parce que je sais que c'est un très haut niveau culturel et ça mérite d'avoir une conférence sur la géologie dans le Beaujolais. Mais on ne va pas attaquer tout de suite sur la géologie. On va d'abord regarder un petit film qui va vous présenter, qui a été fait par l'Académie de Villefranche lors du colloque. Il y avait eu un grand colloque il y a 2 ans sur le Beaujolais, qui a été fait par des académiciens et qui a un lien avec la géologie, parce que quand vous regardez les paysages du Beaujolais, même d'avion, même d'en haut, vous allez comprendre ce qui se passe dessous. Et quand on aura fini ce petit film, là, on rentrera dans le dur du sujet, on ira dans les profondeurs de notre terroir, et je vous expliquerai bien ce qu'est un géoparc. C'est très très simple, et c'est très passionnant quand on... Alors, je n'ai pas besoin d'être là pour le film. Je te laisse l'envoyer. Après, voilà, je vais le mettre là. Comme ça, je suis pas la lumière dessus. Donc, c'est l'Académie qui nous l'offre. Ça vous rappelle que le Beaujolais est très varié, hein, il y a plusieurs couleurs.
grosseries comme ça. Le port devient un des plus grands ports fluvial national. C'est-à-dire le port de Villefranche fait beaucoup de trafic. L'église de Belleville est la plus grande église romane du Rhône. Ah bon? Oui, oui, oui. Elle est magnifique. Et la petite terrerie, il y a tous les piluliers, on peut tout visiter. Et puis surtout l'hôtel Dieu. Vous pouvez emmener tous vos amis, ils seront tous super étonnés de voir l'intérêt de cet hôtel Dieu resté dans son état. 18e. Ça, c'est pour montrer les aspects économiques et les aspects historiques du Beaujolais, le développement actuel. Je pense que vous savez que le Douglas a été planté à la fin du 19e siècle et c'est une des plus grandes forêts de Douglas pratiquement d'Europe, sinon de France. Et c'est une vraie culture, c'est de la sylviculture comme on a la viticulture. Donc c'est important. Et on voit très bien les reliefs, c'est ça qui est intéressant pour se dire qu'on est vraiment aux confins du Massif central. Par exemple, le puits, vous pouvez aller visiter ce qu'on appelle un géosite, je vous expliquerai. Le géosite d'Echtede, c'est tout le quartier d'une usine qui est restée absolument intacte, avec toute l'histoire de l'industrie du 19e et début 20e. Pour le tissage. C'est le quartier d'Echtede, ça s'appelle, en le puits. Alors Tizi a une église qui est très intéressante parce qu'elle est toute rouge
Elle est d'une pierre très particulière. C'est pour ça que c'est aussi considéré comme un géosite. Le mont Cerigo, c'est le plus haut mont du Rhône, 1009 mètres. Donc, quand on parle de nos montagnes, c'est quand même... J'ai vu qu'il y a de la neige et tout. Voilà. Sarah et l'église de la Madeleine. Ninkasi, qui a tout réaménagé ses grands locaux. Celui-là, vous le connaissez mieux, je pense. Le château des Tours, c'est une tour sarrasine du 9e siècle. Parce que les Sarrasins ont laissé beaucoup de traces ici, avec la Grange des Morts, tout à fait à côté. Et les noms des gens qui s'appellent Morel, Morin, Morillon, Sarrazin, il y a des familles comme ça vient de là. Ah oui? Alors Régnier, son église est très remarquable parce que c'est le brouillon de Fourvière. Voilà. Ça, c'est la Grange Charton qui appartenait aux hospices de Beaujeu et ça a été racheté par la communauté de communes pour faire un lieu de pépinière, on va dire, de viticulteurs. Voilà Beaujeu. Saint-Joseph et ses deux clochers. L'église a été complètement restaurée par une association privée. Et ça, cette voie romaine, elle allait de Lyon à Autun. Et vous pouvez aller jusqu'au Puy d'Avenir comme ça directement. Elle est vraiment très droite. Alors, Romanèche et le Moulin à Vent ne faisaient pas partie du géoparc jusqu'à présent, parce qu'ils sont dans un autre département, une autre région, c'est Bourgogne et Franche-Comté, et maintenant ils sont, ça y est, ils nous reviennent. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu autant de... Oui.
Alors vous savez que ce château a été entièrement rénové, si on peut dire, par Monsieur Bruy de Veolia, et qui veut en faire le château Margaux du Beaujolais. Alors voilà. Et alors ça y est, vous arrivez chez vous. Alors Belmont d'Azergues, c'est là où il y a l'ancienne Espagne des Pierrefolles, qui va s'appeler Fossiléa. Ça ressemble à Vulcania, ça s'appelle Potter. Et ça ouvre le 17 mai. Donc à partir du 17 mai après-midi, vous pouvez vous précipiter. Vous allez voir si ça va être remarquable. Vous ne faites pas très souvent un voyage comme ça, hein? Ah oui, d'accord. Alors là, on va... Oui, s'il vous plaît. Alors donc, vous avez vu toute les diversités de paysages, de culture, d'architecture, enfin l'architecture vous avez peut-être plus ou moins vu, de développement économique différent, Beaujolais vert, Beaujolais rouge,
pas tout à fait la même économie. Vous avez la Saône, le Beaujolais bleu, qui est quelque chose de très important avec les fleuves qui reviennent. Et donc, tout ça, cette variété importante s'explique par ce qui est sous terre, la vraie géologie. Alors, je vais vous présenter un PowerPoint qui avait été fait à la fois pour la Cité des Vins à Bordeaux, où il y avait, depuis que nous sommes labellisés Géoparc mondial de l'UNESCO, Bordeaux invite chaque année un vignoble qui a un label UNESCO. Et alors, nous sommes entièrement labellisés à l'UNESCO. Tout le Beaujolais. Le Beaujolais vert, le Beaujolais bleu, le Beaujolais rouge et le Beaujolais doré, bien sûr. Donc, ce PowerPoint avait été fait et après l'Académie, Pierre Prenet qui est ici, qui nous a permis d'avoir ce petit film, m'avait demandé d'aller représenter l'Académie pour présenter le Géoparc du Beaujolais pour le centenaire de l'Académie de Pau. C'était le 23 novembre. Ça m'a fait carrément rater le Beaujolais nouveau ici, mais enfin, je n'ai pas regretté, parce que ça m'a permis aussi d'avoir une photo avec monsieur le maire de Pau, le 23 novembre, qui n'était que le maire de Pau, et depuis qu'il m'a rencontré, il est devenu Premier ministre. Voilà, ça sur un coup de pouce. Donc, là, je vais vous présenter de façon plus... alors, j'appuie sur quoi déjà? C'est sur Entrée. Sur Entrée. La grosse touche qui est sur la droite. Alors, attends, je vais peut-être voir. C'est là l'entrée? C'est celle-ci. Non, c'est la sortie là. Ah oui, d'accord. Bon, alors j'ai peut-être... Je vois rien du tout. Voilà, ça y est. Alors, c'est vrai que pour les gens du Béarn, le Beaujolais, ils se demandaient où on était. Donc c'est pour ça que j'avais présenté la carte de la région Rhône-Alpes et la carte du Beaujolais au point de vue de son activité, où on voit bien les Beaujolais différents. Et donc, il faut savoir que l'ensemble du Géoparc, qui est présenté ici, représente 5 intercommunalités, 122 communes, 250 000 habitants, 240 000. C'est-à-dire qu'on a autant d'habitants dans le Géoparc qu'en Corse. Et vous avez remarqué qu'on fait beaucoup moins de bruit. C'est sûr. Et alors, mais c'est quand même pour vous dire que c'est un mouvement important et qui a été, c'est rarissime de voir une région, vous savez, comme tous les gens de la campagne, on est un peu chacun individualiste, son clocher, sa commune, ses petites affaires et tout. Et là, toute la population a adhéré à ce projet qui fédérait complètement ce territoire, qui permettait de se rencontrer, qui permettait d'apprendre à se connaître, ça c'est très très important, et de voir ce qu'on pouvait faire tous ensemble. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble? Eh bien, je vais vous le dire dans un petit moment. Voilà. Alors, qu'est-ce que ce label? C'est un label l'UNESCO. Il faut d'abord savoir, l'UNESCO a plusieurs labels. Ils ont celui qui est très très connu, Patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a plus de 1500. L'UNESCO n'arrive plus à les contrôler. Et quand je dis ça, c'est sérieux parce que un label est donné pour 4 ans. 4 ans. Et au bout de 3 ans, on est obligé de redéposer notre dossier de renouvellement pour dire tout ce qu'on a fait dans ces 3 ans pour mériter à nouveau le label. Ça demande donc beaucoup de travail. Et alors, ils ont créé ce label Géoparc parce que ça existait déjà grâce à la France. La France, on a plein d'idées. Et en particulier, dans la région de Digne, dans le Luberon, un jour, ils ont fait une découverte d'une plaque de fossiles très très importante. Ils se sont dit qu'il faut absolument sauvegarder ce trésor de géologie qui nous rappelle l'histoire de notre Terre.
et ils ont créé la réserve géologique de Haute-Provence. Le Luberon, qui est juste à côté, a adhéré aussi. Donc il y avait en 2000 2 lieux qui protégeaient la géologie, où on la valorisait. Alors ça a été fait dans le Luberon, mais personne n'en a vraiment parlé en France. Et alors par contre, c'est comme partout, les grands professionnels géologues dans le monde, ils se connaissent tous, ils ne sont pas si nombreux que ça, il faut dire. Ils font des communications, ils ont des revues scientifiques, et les anglo-saxons, qui n'ont pas la même mentalité que nous, c'est-à-dire que eux, quand ils voient quelque chose, ils se disent « Ah, on va l'exploiter, on va le développer, on va faire du business ». Ça, c'est clair. C'est les seuls congrès où je suis allée où on nous disait tout de suite « Un géoparc doit faire du business ». Les Français, on n'est pas habitués, c'est vrai. Hein. Au début, on a des idées et tout. Et alors, eux, ils ont commencé à créer des lieux où, bien sûr, la Terre, l'histoire de la Terre, elle est unique. On est sur la même planète et tout. Quand il se passe des choses au Japon, il se passe des choses ailleurs. C'est l'histoire de la Terre qui s'écrit. Des montagnes qui se lèvent, des autres qui s'écroulent. Enfin voilà, ça se bouge tout le temps. Et donc, ils ont créé, avec le terme anglais, des géologiques parcs. Vous savez, comme les Yellow Park, etc. Donc au début, ça s'écrivait avec un K. Et puis ça s'est développé. Ça s'est développé en Chine, principalement, au Japon. Ça s'est développé en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. En France, tout le monde dormait. Personne ne voyait. Il y avait quand même, en 2011, vous savez, les parcs naturels régionaux. Nous, on a ces parcs naturels régionaux. Et celui du massif des Bauges, qui avait envie de se réveiller, de faire... Il s'est dit, tiens, je vais travailler pour avoir ce nouveau label qui était européen, qui était soutenu par l'UNESCO, mais qui n'était pas label de l'UNESCO. Et ils ont monté un dossier pour mettre en avant, et dans les Alpes, c'est très agréable pour ça, de montrer les mouvements de la géologie. Vous regardez toutes les montagnes, les orientations, les roches, qu'est-ce qui est remonté, etc. Et donc, ils ont créé, dans le massif des Bauges, le premier géoparc en 2011. C'est pas le premier, mais pratiquement le premier, parce qu'avant, c'était la réserve du Luberon et de Digne, de Haute-Provence. Et puis, après, on continue dans les Alpes, parce que très souvent, ce sont les montagnes qui nous montrent ce qu'est l'histoire de la Terre. Il y a eu le Chablais. Chablais, c'est Évian. C'est, vous voyez, auprès du lac de Genève, Thonon, etc. Donc, eux, ils ont eu la même particularité que nous, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de parc naturel régional, que ça a été une volonté de la base des habitants qui ont dit oui, oui, on va mettre en avant notre histoire de l'eau, on va dire, et ils ont fait aussi un géoparc. Il y avait ensuite l'Ardèche des montagnes, l'Ardèche des sangliers, et eux, ils avaient un parc naturel régional. Dans les parcs naturels régionaux, il y a des équipes, ils sont une trentaine, ils travaillent beaucoup, ils ont de l'argent, ils ont des gros budgets. Ils sont arrivés aussi à obtenir le label. Ensuite, il y a eu le Quercy. Ça a commencé à se connaître, ça a commencé à parler, c'était toujours soutenu par l'UNESCO, ils commençaient à adhérer au géoparc européen. Et le Quercy, ils ont une particularité, ils ont des orgues basaltiques, vous savez, ces fameuses qu'on voit, on en a en Beaujolais, juste à côté. Et donc, ils ont fait ça. Et puis, nous, on s'est réveillés parce que, pour tout vous dire, avec Christiane et son mari, la région nous avait dit, on avait des gîtes et des chambres d'hôtes, ils ont dit, il faut que vous vous formiez, on a dit bien sûr, et il faudra aller en Toscane. Ben, nous, pour aller en Toscane, on se forme tout de suite. Hein. Ça, c'est vraiment... Donc, on est parti et il y avait tous les gens de la région qui commençaient à parler des géoparcs. Il y avait une dame très chic qui m'a dit... ben voilà, elle m'a expliqué ce qu'était le géoparc du massif des Bauges. Et alors moi, pour ceux qui me connaissent, ben chaque fois qu'elle disait quelque chose, je disais oh, on a bien plus en Beaujolais, on avait déjà l'espace des pierres folles, on avait tous nos terroirs qu'on connaissait par les vignes, on avait, enfin, bon, c'est vrai, je crois que ça l'énervait un peu. Et alors, on est rentré et j'ai dit on va faire un géoparc. C'était
un objectif formidable, comme je vous l'ai dit, parce que ça fédère. Et surtout, vous savez que le Beaujolais, on a passé quand même des périodes difficiles. Quand on a une période difficile, il faut toujours essayer de trouver une petite lumière au bout du tunnel. Et là, donc, j'ai dit, avec ça, on va être à l'UNESCO, parce que d'un seul coup, le label a été pris par l'UNESCO directement. Donc, on a présenté notre dossier directement à l'UNESCO. Et vous savez que pour présenter un dossier à l'UNESCO, il faut que ce soit la France, le pays, qui vous présente. Alors, il y a un ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, on est allé le voir, enfin, on a fait tout le lobbying qu'il fallait. Et donc, on a été labellisé en 2018. On a mis 4 ans de travail pour organiser, pour expliquer ce qu'on allait faire, pour dire qu'il fallait vraiment adhérer à ce géoparc, que c'était vraiment un élément de développement pour la région, un développement économique, ça c'est très important, mais c'est aussi un développement personnel. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que j'ai appris depuis 2018 sur ma région. Et depuis, je dis, faites du tourisme local. Regardez, apprenons à connaître notre région. Quand vous faites visiter le Beaujolais, les gens vous disent l'hiver c'est triste, les petits cèpes taillés, tout ça, il n'y a pas de couleur et tout. Je ne dis pas du tout. Regardez les paysages, les villages. Alors vous, bien sûr, les pierres de Ré, vous êtes les rois de la couleur. Mais immédiatement en bas, Morancé, Anse, Villefranche, Belleville, Saint-Lager, etc. Ce ne sont que des calcaires blancs. On a des livres de géographie et de géologie sous nos yeux. Il faut juste apprendre à les lire. Vous remontez dans les Beaujolais villages, etc. Là, on va arriver dans les granites. Rose, Brouilly, pierre bleue, Juliena, pierre bleue. Il y a de la pierre bleue à plusieurs endroits, il n'y a pas qu'une veine comme ça. Vous remontez dans la Mure, du côté du Beaujolais vert, on se croirait en Bretagne, sinon dans le Jura, et parce que c'est des gros grès, c'est des grosses maisons, parce qu'il fait froid, parce que c'est tout autre chose. Et quand vous lisez simplement les paysages, les villages, vous savez déjà beaucoup de choses de ce qu'il y a dessous notre sol, notre sous-sol. Alors donc, l'UNESCO, c'est ça, pour lui montrer que nous, on a un patrimoine géologique d'intérêt international. Alors pourquoi d'intérêt international? C'est parce que il y a... Attends, je ne peux pas trouver. Voilà. Alors, ça, ce sont tous les géoparcs dans le monde actuellement. Vous voyez que ça commence à... Alors, il faut toujours être dans le vent de quelque chose. S'il y a quelque chose qui se développe, il vaut mieux être au départ, sinon au début. Les géoparcs continuent. Alors, quand nous, on était le 7e géoparc de France, actuellement, il y en a 9. La Bretagne, avec ses vieilles montagnes usées, tout ça, par les vents. Et c'est vrai que c'est une montagne très intéressante, très ancienne. Vous avez Maine-Normandie, qui sont des vallées de l'ère secondaire avec véritablement une unité. Et on va avoir même un géoparc qui va faire Douvres en Angleterre et en France, qu'est-ce qu'il y a en face de Douvres? Calais, voilà, voilà. Et on va faire, parce que la Manche, elle a coupé, il y a le canal bien sûr, mais c'est la même travée. Ce qui est formidable avec la géologie, c'est que ça vous enlève toutes les frontières, ça vous enlève toutes les sections administratives de la tête, et puis ça vous dit que la Terre, elle se moque de tout ça, et elle continue à se développer comme elle a envie, surtout maintenant. Alors voilà, donc il y a beaucoup de... actuellement, on a 200 géoparcs dans le monde. L'UNESCO veut limiter, c'est très difficile d'obtenir le label. Ils sont très sévères pour le renouveler. Il nous manque toujours des choses, mais nous, on est confiants pour 2 choses. On est confiants parce que les gens y croient. Et vous, quand vous allez partir d'ici, vous allez encore croire plus et vous allez dire vraiment le géoparc, c'est un truc extraordinaire. J'espère bien, je compte sur vous. Et alors, parce que ce qui frappe les experts qui nous sont envoyés quand ils viennent, en fait, c'est une certification. On dépose notre dossier en disant
on s'évalue, on doit évaluer tout ce qu'on fait, et eux, ils viennent vérifier ce qu'on a fait. Et ce qui les a toujours frappés en Beaujolais, c'est qu'à chaque lieu où on les emmène, les géosites, c'est-à-dire des lieux particulièrement aménagés, il y a des gens de la région qui ne sont pas des experts en géologie, mais qui sont des gens qui se sont initiés, qui ont commencé à comprendre l'intérêt et qui leur parlent véritablement de leur région, de leur culture, de leur vie, de leur architecture et tout. Vous avez, vous savez, le côté des pierres, vous avez le côté du Piset, à partir des Beaujolais villages si on remonte, on a peu de pierres du côté de la Saône. Donc toutes les maisons sont en Piset. Vous voyez, on lit tout comme ça, ça devient très, très facile. Alors voilà donc les géoparcs français dont je vous ai parlé. Et voilà celui du Beaujolais, qui est très très grand. Et je rappelle, parce qu'on ne s'en rend pas compte, le Beaujolais vert, c'est les 2/3 de notre territoire. 2/3. Il faut vraiment passer les montagnes, aller le visiter. Il y a plein d'intérêts sur cette région qui se sont parfois un peu mises de côté. Alors c'est vrai que notre relief fait un genre de barrière, enfin 700 mètres ou 800 mètres, ça peut se traverser. Et le Beaujolais rouge, c'est ce qui est en jaune, et le Beaujolais bleu, c'est bien sûr la Saône. Alors là, on a eu ce label parce qu'on a toutes les familles de roches. C'est cette diversité. Alors cette diversité, elle s'explique. Alors, vous savez qu'on compte à peu près de 500 millions d'années. C'est déjà pas mal. Mais bon. Mais avant, la Terre, c'était une boule de feu, elle a refroidi, etc., etc. Et il y avait des masses de continents qui sont apparus et qui forcément dans l'eau, ils dérivaient. Ils dérivent tout le temps. On dérive toujours, hein, je vous signale. Les États-Unis s'éloignent, pas uniquement à cause de Trump, mais enfin, ils s'éloignent quand même, ils vont bientôt arriver en Chine. Et alors, l'Afrique monte toujours. L'Afrique, c'est elle qui a poussé les Alpes. Il continue. Et on pense que dans 10 millions d'années, il n'y aura plus de mer Méditerranée. Elle a déjà été fermée, elle s'est réouverte, et voilà. Et alors donc, il y a eu, pour ceux qui ont étudié la géologie dans leur temps, la Pangée, ça vous dit quelque chose? Ah ben c'est bien, il y a beaucoup de gens, il y a très peu de gens qui se disent quelque chose. Alors donc la Pangée, c'était un énorme continent, avec les deux parties qui se sont rentrées dedans, puisqu'elles dérivaient. En se rentrant dedans, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait sortir sous la pression des pierres qui venaient vraiment du centre de la Terre, qui souvent se sont transformées sous la pression et la chaleur, donc on les appelle les pierres métamorphiques. Vous avez, les pierres parfois changent de nature sous ces pressions, et puis elles ont tout emmêlé. Ce qui fait que nous, figurez-vous, on était pile poil au lieu de rencontre. C'est quand même extraordinaire. Non, non, mais c'est vrai. En plus, c'est vrai. Hein, ce que je vous dis, c'est vrai. Et alors, ces pierres magmatiques qui viennent du magma profond, qui sont très souvent métamorphiques, c'est-à-dire qu'elles se sont transformées sous ces pressions et tout, on va les retrouver avec les pierres sédimentaires qui vont nous raconter l'histoire après de ces 500 millions d'années. Et tout ça, ça va bien sûr influencer nos paysages et nos maisons. C'est-à-dire qu'il avait des volcans? Bien sûr, il y avait des volcans. Alors, on a... attendez, on ne peut pas revenir en arrière? C'est avec les flèches. Excusez-moi, il y a une flèche? Il y a plusieurs flèches. Là? Ah voilà, j'ai trouvé. Alors, bon, je vous ai rappelé brièvement la démarche quand on a commencé, donc à peu près 2012, à travailler, à expliquer, à convaincre et à élaborer notre dossier, à repérer. On a fait des inventaires dans toutes les communes, on a demandé qu'est-ce qui vous paraît vraiment intéressant pour lire la géologie. On a eu beaucoup de réponses. On en a actuellement 30 ou 35 qu'on a retenu particulièrement, qu'on a amélioré, et c'est ce qu'on appelle les géosites. Alors,
Est-ce que certains connaissent le géoscope du Mont Brouilly, là où il y a toutes les pierres? Levez la main. Eh ben, c'est bien parce que depuis qu'on a fait ça, personne ne montait au Mont Brouilly. Actuellement, on a 50 000 visiteurs par an, sur ce lieu. Alors, tous ceux qui n'y sont pas allés, vous avez de la chance d'avoir encore ça à découvrir. Ça, c'est vraiment... Vous avez à Régnier, on verra après une photo, un cairn avec des moraines qui nous explique toute l'histoire. Mais oui, on a tout en Beaujolais. Et alors, et qui nous explique l'histoire des glaciers. Vous voyez, tout ça, ça va nous réexpliquer. Alors, on a bien travaillé. On a eu notre labellisation en 2018, renouvelée en 2022. On vient de déposer le nouveau dossier qui va être... C'est toujours long, l'UNESCO, parce qu'ils n'ont que 2 assemblées par an. Donc, il y a quand on passe, j'allais dire, la barrière de l'examen de notre dossier, à ce moment-là, on sait qu'ils vont nous envoyer des experts et que ça va être, les experts vont faire un rapport. Donc, on les attend cet été, on espère bien qu'ils viennent. Et après, leur rapport va être examiné à l'UNESCO et ça va être à l'Assemblée générale de l'UNESCO en avril 2026 qu'on aura la certitude qu'on est renouvelé. Mais moi, j'ai toujours une grande confiance pour ça parce que les gens travaillent tellement. Et alors, ça, c'était fait ça. Et la viticulture, je m'adresse à mon ami Manu, a fait un travail extraordinaire qui nous a beaucoup servi dans le dossier. On a examiné tous les sous-sols, parce qu'un viticulteur, quand il plante sa vigne, il connaît environ 40 à 50 cm. Alors, tout le monde savait que dessous, il y avait tel style de pierre, tel style de roche, mais on ne savait pas très bien. Et le cabinet Sigal a travaillé 10 ans pour faire plus de 2000 tranchées, de 2 mètres sur 2 mètres, de faire venir tous les viticulteurs pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans leur sol, dans leur vigne et tout. Plus de 10 000 forages, oui, on dit bien des forages, comme ça. Et ça nous a donné une carte géologique tellement précise qu'il a fallu voilà les cartes géologiques qui sont ressorties. Et là, c'est encore pas les plus complexes. On a suivi par la Chambre d'agriculture 2 jours et demi de formation pour apprendre à lire les cartes. Pour vous dire, pour des gens qui connaissaient leur terroir, qui étaient là et tout. Et ça, ça permet, au point de vue de la viticulture, de savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme plan. Si brusquement, alors qu'on pensait qu'il y avait quand même pas mal de granit, il y a du calcaire, par exemple c'est le cas de Brouilly. Brouilly, la montagne de Brouilly qui est sur des schistes, des pierres métamorphiques bleues très très dures, la plus dure de France et tout. En dessous, ça c'est la côte de Brouilly. Le Brouilly, c'est des granites roses. Et vous avez, vers Saint-Lager, un plateau qui est classé dans les Brouillys et qui est en calcaire. Le calcaire, c'est quoi? C'est le chardonnay. On va peut-être avoir du Brouilly blanc, parce que notre géologie nous l'a dit. Voyez comment on va l'utiliser. Et alors, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors donc, le géoparc, qu'est-ce qu'il fait comme action maintenant qu'il est bien? Alors, il y a un syndicat mixte qui porte le projet avec 3 personnes qui sont des salariés, qui mènent, j'allais dire, toutes les stratégies de communication, d'éducation, parce que pour l'UNESCO, l'éducation, c'est très très important. Et en milieu scolaire, et puis des organisations, vous avez dû entendre parler quand même des géo-événements. Chaque année, il y a un thème. L'an dernier, c'était l'eau. Il y a 2 ans, c'était les dessous du géoparc. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? On a fait l'exposition itinérante. Est-ce que vous l'avez vu, 500 millions d'années et plus? Il y a eu une exposition remarquable qui a été au planétarium de Vaux-en-Velin pendant très longtemps, qui a été à Anse, à Belleville, à Beaujeu, je crois qu'elle était à Namur. Je ne sais plus si c'est à Namur ou Grand Prix, je ne me souviens plus bien. Enfin, et partout, elle explique bien toute cette histoire de la Terre, ces échanges de pierres, de lieux, etc. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a bien sûr les conférences.
aujourd'hui, je suis contente qu'il y en a une de plus. Et puis, il y a des travaux de recherche. On a un comité scientifique, parce que ça, l'UNESCO nous met la dragée haute toujours. Bruno Roussel, qui était le conservateur de l'espace des pierres folles, qui est docteur en géologie et notre premier référent. Mais il est entouré de gens de l'université de Lyon. Il travaille, par exemple, il a fait toute une publication pour expliquer pourquoi, au-dessus de Régnier, il y a un plateau, il y a d'un seul coup des pierres grosses comme ça, rondes, qui n'ont aucun lien au niveau de la nature de la pierre, c'est des grès, avec le sol qui était plutôt un peu en argilo-calcaire, on va dire. Et là, il a démontré, alors c'est une grande bataille, c'est intéressant de savoir qu'on est l'objet de batailles de géologues internationaux qui depuis 100 ans se renvoient des études les uns aux autres, au nez des autres, et pour dire, ça ne peut pas venir des glaciers, parce qu'on a quand même constaté que c'était des moraines, parce que eux qui lisent bien, ils savent qu'il y a des traces de frottement, quand un glacier pousse toutes les pierres, etc. On voit que notre paysage a des vallées glaciaires, petites, c'est vrai, mais il y en a. Et donc, ça s'est arrêté sur ce plateau parce que c'était des petits glaciers. Et ce petit glacier du Beaujolais, il est venu du fait que quand les Alpes se sont soulevées, après la deuxième période secondaire très très chaude, on a eu la période de l'ère tertiaire très très froide, parce que bien sûr, une montagne qui se lève à 4600 mètres parce qu'elle est poussée par l'Afrique, je vous rappelle, eh bien, ça arrête les pluies, ça fait du froid, etc., ça fait des glaciers. Et alors, on sait tous que le gros caillou de Lyon est la fin de ce glacier qui est arrivé. Et il y avait même, le glacier a transporté tellement de grosses moraines, il avait obturé à un moment, j'allais dire, l'arrivée de la Saône sur Lyon. Et il y a eu un très grand lac qui allait presque jusqu'à Châlons, Dijon, qui était le lac de la Saône. Voyez, et puis qui a disparu parce que la Saône a repris son courant. Vous voyez, quand on lit tout ça, c'est quand même intéressant. Et alors, ce glacier refroidissant tout, les monts du Beaujolais à 1000 mètres, ils stoppent quoi? Les pluies de l'ouest qui arrivent dans les montagnes, ils se forment des petits glaciers, pas aussi importants, et ces petits glaciers, ben, ils font pareil. Un glacier, c'est qu'un fleuve de glace, ça avance tout le temps, ça râpe tout ce qu'il peut, et ça entraîne des gros rochers et des grosses moraines. Vous voyez, alors, on a fait un cairn, qui est, et ça, c'est tous les gens de leur village. Vous voyez, l'avantage du géoparc, c'est qu'il n'y a pas de président. C'est pour ça que ça marche bien. Ça, tout le monde est responsable de sa commune, de ses trésors, de ses idées et de les réaliser. Et là, ils ont dit, on va grouper ces moraines, on va faire un cairn de 4 mètres 807 cm, parce qu'il est en face du Mont Blanc. Et alors, c'est un petit clin d'œil à 4800 mètres en face. Là, c'est 4 mètres, c'est la réduction. Mais voilà, ça c'est... vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui sont vraiment intéressantes. Et quand vous faites visiter le Beaujolais, que vous racontez tout ça, ben, les gens y reviennent, hein, c'est sûr. Voilà. Alors donc, et en plus, le géoparc, donc on fait ces travaux de recherche. Et puis, on a beaucoup d'échanges maintenant, où ça se développe bien, avec d'une part le réseau européen des géoparcs, avec des colloques chaque année, où chacun a dit ce qu'il fait dans son géoparc. On va là se jumeler avec un géoparc d'Allemagne, parce que nous, on a aussi une chance, le Beaujolais. On est quand même sur ce grand axe européen, où à partir du mois de mai, vous avez 3 voitures étrangères, dites étrangères par rapport aux françaises, et eux, ils connaissent les géoparcs. Je vous dis, il y en a 9 ou 10 en Angleterre, parce que comme ça bouge tout le temps, peut-être 12 en Allemagne maintenant. Le pays qui en a le plus en Europe, c'est l'Espagne. Ils en ont. Le Portugal, c'est pas grand, ils en ont 3. Vous voyez, et ils sont l'Italie, ils en ont beaucoup, bien sûr, dans les Alpes, dans le côté, mais ils en ont aussi vers
Naples, voilà, qui est complètement différent, mais il y a aussi des histoires avec les volcans et tout, vous voyez. Alors, du coup, il y a beaucoup d'échanges, et c'est vraiment enrichissant de voir que d'un seul coup, nous, les premières fois où on allait dans ces congrès, alors ça c'est les congrès européens, mais les congrès mondiaux, on est 800, il y a 30 pays. Vous arrivez avec une veste sur laquelle il est écrit dans le dos le Beaujolais candidat pour être au Géoparc, tout le monde vous dit où sont les bouteilles. Ça c'est tout le monde en aurait compris. Hein, voilà. Alors ça veut dire que nous, on était déjà connus et on a été super bien accueillis quand on leur a expliqué pourquoi on était un vrai géoparc. Alors on fait des masterclass avec les viticulteurs, on a fait des exposés aussi. Moi je vais par exemple très souvent dans les assemblées générales des caves coopératives et tout pour motiver, pour dire que c'est un outil. Les gens, on ne peut pas leur parler tout le temps, dire moi je suis la 6e génération, mon grand-père, on met dans le bois, on passe pas dans le bois. Tout le monde sait ça, tout le monde dit ça. Et quand vous leur dites, regardez les pierres là, voyez, elle va vous donner un vin différent que c'est là-bas. Là, les gens ils commencent à se dire, ah, tiens, ça devient intéressant, on nous parle d'autre chose. Et ça, la géologie, elle doit servir à ça. C'est d'apprendre à faire comprendre notre pays, nos paysages, nos maisons et nos cultures, et surtout à instruire les gens. Moi, les gens, ils me disent souvent, ils me disent, oh là là, qu'est-ce que j'ai appris comme chose, parce que quand je fais que Brouilly, où il y a toutes les pierres, on a fait un géoscope, c'est-à-dire qu'on a pris les pierres de tout le Beaujolais, toutes les pierres caractéristiques, avec les dates, avec l'histoire de la Terre. Eh bien, les gens, apparemment, ils sont contents. Voilà donc le mont Brouilly. Alors, ça, c'est pour vous dire que ces deux... Ah, il y a un petit truc qui se passe. Voilà, ça, c'est le géoscope. Voilà, le mont Brouilly, c'est 484 mètres. Voilà, vous avez, alors ça, vous voyez, c'est les calcaires de Charentais. Voilà les moraines, vous voyez. À côté, vous avez la pierre de Ré, bien évidemment. Et puis, vous avez, ça, c'est la plus vieille. Au milieu, on s'est quand même un peu gâté, on a mis la côte de Brouilly. La pierre bleue, ça, c'est vraiment... Et puis, on a ouvert, on a travaillé avec le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Rhône. Je rappelle que c'est un organisme qui donne des services gratuits pour les communes comme pour les particuliers. Et oui, très souvent les gens ne savent pas. Et donc c'est Samuel Auret qui travaille principalement avec nous et qui nous a fait tout ça. Et alors on a ouvert, il y avait des tas de taillis, on a tout ouvert pour faire une esplanade et on revoit tout jusqu'à Beaujeu, Cassier, le mont Sarigot, etc. Donc on a une grande vue sur le Beaujolais. On voit tous nos châteaux, on voit tout ça. Et alors, vous voyez, les gens, les 50 000 personnes qui viennent là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prennent en photo. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les photos à leurs amis, ils disent, regardez, je suis en Beaujolais, regardez comme c'est beau. Les gens, ils sont jeunes. Alors, après, il y a parfois, donc là c'est à Chiron, c'est près du puy d'Alna, il y a un sentier, c'est ce qu'on appelle aussi un géosite, qui raconte l'histoire de Gargantua, qui aurait eu sa tombe ici, avec le tout. Il y a une véritable arête de roches qui ressortent, et ce sentier présente tous les crus. Là, à côté, ça doit être c'est même pas ça doit être, c'est la roche d'Ajoux. Alors, il faut être déjà un peu sportif pour monter. Moi, je crois les gens sur parole, j'y suis pas montée. Et alors, on a une vue, il y a 3 roches intéressantes qui donnent une grande vue sur tous nos paysages. Là, voilà. Ah oui. Alors, vous voyez, c'est vraiment très beau. Et alors, la tour Bourdon, voilà le cairn dont je vous parlais, vous voyez, qui est en plein milieu des vignes, comme ça. Et il y a des explications qui sont sur des petits panneaux. Donc vous pouvez les lire facilement. Je crois même qu'ils sont en anglais pour certains. Oui, oui, c'est bien. Et voilà. Alors, je vais faire juste un petit retour sur ces roches. Elles ont été découvertes par des gens qui ont voulu replanter de la vigne. C'était la maison Leron, pour ne pas la nommer.
parce que c'est plat, ils voulaient restructurer. Et alors, ils ont sorti une masse de pierres comme ça. Tout le monde savait qu'il y avait des pierres comme ça. Mais là, ils en ont sorti beaucoup. Et alors, on était en train de préparer le dossier pour l'UNESCO. Les gens m'ont appelé, affolé, en disant « Chantal, viens vite, il faut faire arrêter les travaux, on va nous voler les pierres. » Je vous signale qu'une pierre comme ça fait à peu près 3 tonnes. Ça va très très vite en poids et en densité. Mais ce qui était formidable, c'était de voir que les gens avaient compris que c'était des trésors. C'était comme les pommes de terre, vous savez, pendant la Révolution avec Marie-Antoinette, qui faisait garder pour que les gens viennent les voler la nuit, pour leur dire que c'était mangeable et que c'était précieux d'avoir des pommes de terre. Donc, elles avaient fait garder par l'armée. Et là, c'était pareil. Alors, en fait, on a négocié avec la maison Leron, qui a bien accepté, qui a de jouer le jeu, qui nous a laissé une bande de terrain pour montrer comment on les a trouvés naturellement. Et puis, comme il y en avait beaucoup, c'est là où ils ont eu l'idée de faire le cairn. Et après, il y a partout, vous verrez, quand vous allez, il faut, avant Régnier, vous tournez à gauche et vous voyez la tour Bourdon. Et là, vous allez voir ces pierres. Voilà. Beaucoup connaissent l'espace des pierres folles ici, quand même. Alors, je vous dis ça parce que on est obligé de constater que la plupart des gens connaissent 25 km au-dessous de chez eux. Quand je suis très aimable, je dis c'est de rayon. Quand je suis un peu moins aimable, je dis c'est de diamètre. Parce que c'est incroyable, les gens du Nord, certains ne sont jamais allés à l'espace des pierres folles. Les gens du Sud, certains ne sont jamais allés à Moulin. C'est quand même notre région, c'est quand même chez nous, quand même ça va chez nous. Ça fait que 50 km de long, c'est pas beaucoup quand même. Alors voilà. Alors j'insiste beaucoup, et l'intérêt, vous savez que l'intérêt de l'espace des pierres folles, Pierre qui a été le président pendant longtemps, en parlerait certainement mieux que moi, mais c'est que la carrière Lafarge, qui a des géologues forcément dans ses équipes, ont découvert des mines de fossiles, un ichthyosaure de 11,80 m. Alors je dis toujours pour les enfants, c'est parce que c'est un ichthyosaure. C'est bien avant les dinosaures, c'est bien mieux, bien plus rare. Et donc, il est reproduit. L'original est à Saint-Pierre-la-Palue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'espace des pierres folles. Et il a été reproduit en moulé. Et là, vous allez le voir à Fossilia, dans toute sa splendeur. Et surtout, il y avait cette faille. Vous voyez, on voit que la terre, d'un seul coup, a glissé. Et quand vous visitez ça avec Bruno Roussel, il vous explique qu'entre chaque petite strate, il y a peut-être 10 millions d'années. Le problème de la géologie, c'est simplement l'échelle du temps. Enfin, je trouve que c'est un peu compliqué parfois au début. Mais après, on s'habitue. Alors c'est pourquoi, à cause de cette géologie, on a eu nos fameux 10 vins, 12 vins, avec un seul cépage. Une seule méthode de vinification, pratiquement. Il y a toujours le petit coup de patte de chacun, mais c'est ça. Et je dis toujours, chez nous, on déguste la géologie. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez un calcaire, ben vous pensez c'est une pierre tendre et tout, ben vous allez avoir un vin plus joyeux, plus léger, plus tendre. Si vous arrivez sur la pierre de la colline de Brouilly, qui est très très dure, qui est anguleuse, et ben, vous allez avoir un vin structuré, plus viril, plus voilà, différent. Et vous pouvez faire comme ça la palette des sols avec la palette des vins. Donc vous avez bien compris le message, n'achetez pas qu'une seule appellation, vous achetez vraiment des échantillons de partout et vous invitez vos amis et vous dites, alors le sol c'est quoi là? Et ça fait des petits jeux. Voilà, ça c'est bien. Alors, ça c'est une carte géologique des sols, mais très très simplifiée. Très très simplifiée. Mais on voit que, vous voyez, dans le Beaujolais vert, on a surtout... je n'ai pas mes lunettes, alors je ne vois rien du tout. Mais vous voyez peut-être mieux. Oui, alors c'est des sédiments, c'est pratiquement, c'est presque des grès, hein, Pierre.
Oui. Que je dise pas de bêtises, voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, on ne peut pas mettre de la vigne. La vigne ne se plaît pas sur les grès. Elle va se plaire sur le granit, elle va se plaire sur les schistes, sur les calcaires bien sûr, mais pas sur ces grès. C'est, je pense, trop dur, enfin, ça ne lui convient pas. Ça, c'est... La vigne a toujours été une plante capricieuse. Ça, c'est vrai. Alors, bon, là, je vais passer un petit peu plus vite. C'était surtout pour Bordeaux et Pau, mais vous le savez quand même bien. On a, au point de vue du vignoble, une altitude qui est limitée à 600 mètres de mètre, c'est même beaucoup, je trouve. Mais ce qui est le plus intéressant à retenir pour vous, surtout vous les nouveaux arrivés, je les connais depuis hier. Alors donc, on a 16% du vignoble qui dépasse 20% de pente et 4% qui dépasse les 30%. Ça veut dire, il y a au niveau européen une association, c'est les Italiens qui ont lancé ça, des vignobles dits héroïques. C'est ceux qui sont très en pente, très difficiles. Eh bien, nous, on est dans un vignoble héroïque. Et quand vous regardez les viticulteurs qui travaillent à la main, parce que les tracteurs ne peuvent plus monter sur les pentes et tout, c'est trop dangereux, et eh bien, vous vous dites, quand je bois leur vin, je leur tire mon chapeau. Ça, c'est sûr, parce que vraiment, les gens ne se rendent pas compte. On voit souvent les plaines et tout, et c'est pour ça qu'avec la difficulté des déserts, je ne vais pas lancer de truc, mais du manque de main-d'œuvre, surtout, eh bien, on a une tendance à aller vers les plaines où c'est bien plus facilement mécanisable. On a un âge moyen de 44 ans, c'est-à-dire que c'est un vieux vignoble. Vous avez vu qu'il se restructure beaucoup avec des plantations larges, enherbées, puisqu'il y a un grand souci de biodiversité et de respect de l'environnement. Et on est aussi dans les plus petites, dans la moyenne des plus petites exploitations, 8 hectares en moyenne. Alors que vous voyez, la moyenne nationale, c'est 19 hectares. Tout ça pour vous dire que nous sommes des artisans. On est des vrais paysans, de gens du pays, au sens où voilà. Alors ça, c'est pour savoir, ça c'était déjà plus technique, c'est pour montrer comment la greffe, dans quoi elle... C'est pour ça que c'est important de connaître son sol et son sous-sol, comment la racine va pouvoir plonger dans le sol pour tirer le plus de oligo-éléments, etc., et de caractère. Alors, là, vous avez, comment dire, la justification de l'utilité du géoparc, avec l'adaptation des pratiques à la connaissance des sols. Oui, plus que 5 minutes, merci. La valorisation commerciale. Et puis, on fait un travail de montée en gamme des vins, c'est-à-dire que vous savez que dans Bourgogne, vous avez les climats. Alors, je dis toujours, les climats de Bourgogne sont patrimoine mondial de l'UNESCO, et c'est que des petites parcelles. Que des petites parcelles. Nous, c'est tout le vignoble qui est classé à l'UNESCO. Tout le pays du Beaujolais, y compris le Beaujolais vert, est classé. Je le répète sans arrêt parce que ça, c'est très important. Et ben voilà. J'ai même,